Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez Mon Suivi Diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète, ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, aujourd'hui dans cet épisode je reçois Nouchka Simic, diététicienne spécialisée en nutrition sportive. En peu de temps, elle a réussi à se faire une place en tant qu'experte en nutrition du sport, notamment sur Instagram où elle compte aujourd'hui près de 72 000 followers. À travers cet épisode, elle nous raconte son parcours vers sa spécialisation en nutrition du sport, ainsi que comment elle gère son emploi du temps entre entraînement personnel, consultation, création de contenu, formation et sa vie professionnelle. C'est avec une grande sérénité et détermination qu'elle mène d'une main de maître tous ses projets. Elle nous livre également le récit de son parcours et comment elle a progressivement acquis confiance en elle et l'importance de sa pratique sportive dans le développement de cette confiance en soi. Je remercie Nouchka d'avoir pris le temps de partager avec nous son expertise ainsi que sa vision de la diététique. Une fois de plus, j'ai découvert dans cet épisode une diététicienne passionnée, désireuse de voir notre métier briller et prospérer. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et j'espère que cet épisode vous plaira. Petite confidence, cet enregistrement a été enregistré en distanciel, chose que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. C'est pour cela qu'il n'y a pas vraiment d'intro à ce podcast et que ça a d'ailleurs surpris beaucoup Nouchka. Mais on a fait du spontané. Du coup, moi qui te connais un peu, mais pas non plus dans le moindre détail, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours, comment t'en es venue à la diététique et comment t'en es venue surtout à la nutrition sportive en fait, plus précisément? Eh ben écoute, moi à la base j'étais pas forcément destinée à faire de la diététique pour te dire ça. J'ai un parcours un peu laborieux, c'est-à-dire que j'ai fait un bac scientifique. Et après, je suis allée en fac de biologie, faire une licence bio, mais dans l'objectif, en fait, de rentrer à l'armée, parce que c'était mon rêve de petite, en fait. Voilà, ça faisait des années que je voulais faire ça, être militaire. Donc, c'était vraiment juste pour avoir un bagage pour quand j'allais m'engager, quoi, en fait. Donc j'ai fait une année de bio, j'ai eu quelques petits soucis de santé qui maintenant sont derrière moi. Voilà, en toute franchise, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire qui ont fait que j'ai dû stopper mes études. Ça a été un petit peu mieux. Je me suis engagée à l'armée. J'ai fait 1 an à l'armée et là, c'était la descente aux enfers totale. Donc, ça a été une galère pendant 1 an pour pouvoir sortir de mon contrat et m'en libérer. Et puis, pendant un séjour à l'hôpital, je me suis un petit peu demandé ce que je voulais faire de ma vie pendant 6 mois. En même temps que j'étais en train de soigner un petit peu mes TCA, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Et en fait, c'est venu naturellement à moi, ce BTS diète. Comme je pense, pas mal de diététiciennes qui ont eu un parcours du comportement donné, on s'interroge sur ça. Et je me suis dit, je vais me lancer, je vais faire mon BTS à distance, parce que là où j'étais à l'époque, il n'y avait pas d'école. Et puis, ça me permettait de pouvoir être chez moi en même temps. Donc, j'ai fait ce BTS à distance, il y a maintenant 5 ans. Et ensuite, je me suis tout de suite spécialisée en nutrition sportive parce que je me suis rendu compte que c'était ce qui m'intéressait. Moi, ça m'intéressait pas personnellement d'être dans un hôpital, dans un bureau, etc. Ce que je voulais, c'était être à mon compte. Et en fait, j'ai tout de suite eu une affinité pour la nutrition sportive. Moi-même, pratiquant du sport depuis longtemps, j'ai fait de l'aviron pendant 10 ans avec un titre de championne de France. Après, j'ai fait de la musculation et puis j'ai découvert le triathlon en 2017-2018. Ça a été une révélation, les sports d'endurance. Maintenant, je fais du trail. Donc voilà, j'ai toujours baigné finalement dans le sport et je me suis vite rendu compte en fait que l'accompagnement des sportifs pour moi en nutrition était pas du tout complet, du moins en France, et qu'en fait il y avait vraiment des lacunes à cet égard et que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de diète du sport ou de diète formée vraiment en nutrition sportive pour pouvoir accompagner correctement les sportifs. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment au fil des années quand j'ai un peu
peaufiner mes connaissances en nutrition sportive, même si on n'est jamais excellent dans notre domaine, peu importe notre spécialité, il y a toujours à apprendre et puis la science évolue toujours. Mais voilà, ça c'est quelque chose dont je me suis très vite rendu compte et c'est devenu un peu mon combat de diète. Quand on me demande pourquoi je fais ce métier, je réponds souvent que j'ai à cœur d'aider les sportifs à s'améliorer dans leur pratique par la nutrition. Voilà, c'est vraiment ce que je veux essayer de faire de ma vie de diététicienne, quoi. Ouais. Et donc, t'as commencé par quoi comme étude? Simplement le BTS diététique? Ouais, BTS diète, et j'ai fait un DU en nutrition sportive aussi. Ça, j'ai omis de le dire. 1 an après mon BTS, je crois. Voilà, j'ai eu une année où je me suis un petit peu lancée en faisant un petit peu de tout. Beaucoup de perte de poids, un peu de pathologie, bref, ce à quoi j'étais formée en sortant du BTS. Et puis j'ai fait un DU en nutrition sportive très vite pour acquérir des connaissances en nutrition sportive. Après, j'avoue que les principales connaissances que j'ai pu acquérir, c'est moi en m'auto-formant tous les jours, parce que je n'ai pas fait ça juste quelques mois. C'est un travail de tous les jours. De par les réseaux sociaux aussi, c'est bien parce que vu que j'essaye de transmettre par les réseaux sociaux, ça me demande de la rigueur au niveau de mes recherches pour pouvoir transmettre la bonne information. Donc ça, c'est vrai que c'est surtout ça qui m'a beaucoup aidé à me former. Tes réseaux sociaux, là, t'as quand même on va dire, une bonne communauté, une grosse communauté. T'avais déjà lancé tes réseaux sociaux quand tu t'es pendant tes études ou après? Sur la fin, en fait, quelques mois avant le diplôme, j'avais lancé, mais sans me montrer, sans dire que j'étais diététicienne, juste en faisant un petit peu de contenu sur quelques aliments, voilà, avec quelques connaissances qu'on a au BTS. Et puis en fait, le compte a bien pris assez vite, c'est-à-dire qu'en quelques mois, j'avais vite 1000, 2000, 5000 abonnés. Je crois qu'en un an, j'en avais 8000, et puis après, c'était vite parti, quoi. Ça a augmenté très vite. D'accord. Tu t'attendais pas à ce que ça prenne autant, peut-être, non? Non, j'avoue qu'au final, moi, j'ai fait ça comme ça, pour mon plaisir, pour transmettre un petit peu aux quelques personnes qui voudront bien me lire. Et en fait, en voyant que ça prenait vraiment, je pense que c'est là où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, puisque ça fonctionne et que j'arrive à toucher un peu de monde. Autant leur donner des bonnes informations. Ouais, c'est ça. En fait, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement de tout et de n'importe quoi dans tous les domaines qu'en fait, c'est très difficile de s'y retrouver pour le novice en nutrition, quoi. Et je me suis dit, je vais profiter d'avoir une communauté pour essayer de donner le maximum de mes connaissances et d'essayer de donner la bonne information, finalement. Et tu t'es de suite mise dans la nutrition sportive, c'était ton créneau dès le départ? Très vite. Comme je disais, les premiers mois, j'ai ouvert un cabinet tout de suite qui a tout de suite bien marché, finalement. Bouche à oreille, ça a bien fonctionné. Puis 2 cabinets, parce qu'à l'époque, je travaillais aussi dans un autre cabinet avec des médecins du sport. C'est vraiment là où finalement, eux, ils m'ont mis sur la nutrition sportive, parce qu'il fallait que je m'occupe de sportifs à haut niveau, pour le coup. Donc c'est un peu ça qui m'a lancé dessus. Mais les premiers mois, je dirais que voilà, la première année, finalement, j'ai fait beaucoup de perte de poids, un petit peu de pathologie, comme je disais. Et puis au final, vu que j'étais dans un club de triathlon, il y avait quelques triathlètes qui me demandaient des conseils. Donc je me formais un petit peu dans la nutrition des triathlètes. Et au final, de fil en aiguille, comme ça s'est développé. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'adorais faire ça. Que quand j'étais en consultation avec des sportifs, j'avais vraiment l'impression d'être avec mes potes, à discuter de choses que j'aimais. Et puis en fait, j'adorais en fait les échanges qu'on avait. Et puis en fait, quand j'ai eu de plus en plus de demandes, je me suis dit que j'allais faire que ça parce que je pouvais faire que ça. Je pouvais me permettre de prendre que des sportifs, du moins. Et puis finalement, ça me passionne énormément. Dans la diététique, je pense qu'en fait, il y a autant de métiers que de spécialités. Moi, par exemple, je serais incapable, je pense, du moins de la meilleure des façons, de prendre en charge un nourrisson ou alors une pathologie très spécifique, comme certaines diètes peuvent le faire mieux que moi, quoi, parce qu'elles sont formées... ils sont formés dedans, quoi. Donc voilà, c'est spécifique, mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a plein de spécificités. Et tu dis que tu as quand même eu des patients rapidement. Est-ce que tu crois aussi que c'est lié, c'est juste parce que moi je suis à Aix, je suis dans les Bouches-du-Rhône, tu vois. Est-ce que tu crois que c'est lié aussi à la localisation ? Donc à l'époque j'étais en Lorraine, là actuellement je suis en Haute-Savoie, donc rien à voir, mais j'étais en Lorraine, à Metz exactement. Je ne sais pas si c'est la localisation, c'est vrai qu'à Metz il n'y a pas beaucoup de diététiciens. Je pense que à l'époque j'étais sur Doctolib, donc je pense que ça m'a pas mal aidé à trouver des patients au tout début, parce qu'au final quand tu vas sur Doctolib et que tu cherches diététicien près de chez toi, finalement c'est facile pour trouver un diète. Donc au début ça a été comme ça. Après je dis pas que j'ai tout de suite
sais pas, 50 patients par semaine, j'abuse, hein, mais ça a été crescendo et je pense qu'au bout de quelques mois, je pouvais en vivre, quoi, en fait. Oui. Ou du moins en tirer quelque chose. Voilà. Oui. Donc d'abord, ça a été, je pense, Internet, voilà, Google, Doctolib. Après, j'en avais quelques-uns qui venaient d'Instagram. Au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. Et puis après, il y en avait beaucoup qui venaient d'Instagram, ce qui m'a permis finalement de faire beaucoup plus de visio, quoi. Et t'avais mis des choses en place quand même pour... parce que quand t'es jeune diète, que tu te lances, et en plus quand tu te spécifies dans un domaine, faut arriver à tout mettre en place. Enfin, tu parles de Doctolib, t'avais mis quoi en place pour que ce soit... Pour essayer de me faire connaître. Ouais, non, pour arriver à être performante aussi vite, on va dire, en quelque sorte. En fait, je pense vraiment que j'ai essayé de me bouger sur tous les plans. Tu vois, je me dis, tu vas essayer de te mettre sur Google, sur machin. J'ai envoyé des lettres aux médecins. J'ai envoyé mes contacts à des clubs, Enfin, voilà, je me suis vraiment bougée en me disant, si vous avez besoin d'une diète, coucou, je suis là. Et ce qui fait qu'au final, quand tu fais ça, t'as pas beaucoup de réponses. Je pense que t'as un petit pourcentage de réponses, mais par contre, le petit pourcentage de réponses que tu vas avoir, va continuer à t'envoyer des gens au fur et à mesure. Et en fait, ça a très vite été du bouche-oreille. Finalement, c'est coucou, il y a un tel qui m'a parlé de toi. Est-ce que ça t'intéresserait de t'occuper d'un club, d'un sportif, machin? Et en fait, maintenant, c'est vraiment finalement tout le monde se refile un petit peu le nom. Mais au début, je pense que c'est juste, je me suis activée sévèrement pour me faire connaître. Et j'ai pas ouvert mon cabinet en attendant que ça passe. Chose que certaines personnes font en se disant je vais ouvrir mon cabinet, je vais faire une fiche Google et ça va très bien fonctionner. Sauf que au début, il faut ramer un petit peu pour se faire sa propre pub, quoi, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Et puis, t'as pas toujours les moyens pour investir des tonnes non plus. Non, clairement. Donc c'est clair, ouais, c'est sûr. T'es quand même allé. Ça fait combien de temps que t'as ouvert du coup là? Ça va faire 5 ans là, je crois, ouais. D'accord, oui. Donc ça fait un petit moment, ça y est déjà. Hein. Ouais, ça fait un petit moment. C'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis que c'est plus hier, quoi. Ouais, non, c'était pas il y a 20 ans non plus, non. Mais quand même, quoi. Non, mais 5 ans. Moi, j'ai l'impression que c'était hier dans ma tête, alors que ça passe hyper vite, quoi. Non, ça va, mais t'as l'air, quand même quand on te voit sur les réseaux, quand on te voit en général, t'as l'air quand même d'avoir une espèce de confiance en toi. Est-ce que tu penses que c'est lié à ta pratique sportive aussi ? J'ai pas toujours eu cette confiance en moi et je dirais même que c'est assez récent en fait. Au début, j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur. Ouais. Tu vois, même j'ai donné des cours en nutrition sportive hyper vite et je me suis dit mais qui à 22 ans donne des cours à des gens qui ont 2 fois son âge? Enfin, tu vois, je me sentais pas du tout légitime. Même parfois sur Instagram, j'avais peur de poster des trucs en me disant j'ai passé des heures sur ce post en faisant mes recherches, mais j'ai peur d'avoir oublié un truc, d'avoir loupé un truc, d'être passé à côté de quelque chose. Donc non, j'ai eu ça pendant longtemps et aujourd'hui, je vais pas mentir, je l'ai encore parfois en me disant est-ce que je suis assez légitime, assez ouais. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, je pense quand même, si je suis objective, je pense quand même que je suis calée et que je suis compétente, mais on l'est jamais vraiment assez et pendant longtemps quand même j'ai douté de moi. Après, ça m'a jamais empêché de faire les choses, de douter de moi. C'est-à-dire que j'ai eu peur, mais j'y allais quand même, tu vois. Et justement, pour moi, c'était justement un prétexte pour y aller. C'est t'as peur de quelque chose, justement, faut le faire, quoi. En fait, ça a toujours été ça. Et peut-être que le sport m'a aidé justement à me dire, si ça fait peur, il faut que tu y ailles et que tu surmontes un peu ça, quoi. Oui, je pense que ça aide aussi le sport dans la relation à soi, tout simplement, déjà, énormément. Je fais pas autant de sport que toi, je vais te le dire direct, mais le peu de sport que je fais, en tout cas sur du HIIT, sur un peu... je fais des trails, attention, je mets des gros kilomètres, du 11 km, des choses comme ça. Mais c'est très bien. Je pense pas qu'il faut avoir la folie de faire des trucs les plus incroyables. Non, bien sûr, mais des petites courses, tu vois. Et le truc, c'est de se dire, en fait, quand tu te dépasses, quand franchement, des fois, c'est dur, tu te dis, mais je vais pas y arriver. Alors, pas dans le truc d'aller se faire mal non plus, mais je trouve que du coup, ça renforce un peu l'estime de soi et du coup, ça donne... Je vois ce que tu veux dire dans le fait de dire que j'ai peur, parce que moi j'ai peur tous les jours, moi aussi, je suis en auto aujourd'hui, j'ai peur tous les jours, je me dis est-ce que c'est viable, etc. Tous les matins je me lève et je me dis mais qu'est-ce que tu fais?
Mais je pense que de toute façon, tu peux réussir quand t'entends. Et en tentant, tu peux prendre le risque de perdre. Donc en fait, ou de te louper. Donc c'est tout, quoi. À partir du moment où tu captes ça, toutes les fois où tu vas tenter des trucs, ça va pas toujours marcher, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Non, Moi, mais... tous les trucs que j'ai loupés, tu vois, je me suis dit, c'est pas grave. Je sais ce qui marche pas, du coup. Oui, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Et encore loupé, c'est plutôt, on peut même parler d'expérience, mais c'est plus sur le fait aussi, si on revient sur... même si c'est pas le cœur de ton métier, si on revient un peu sur les réseaux sociaux c'est hyper ingrat. C'est-à-dire, comme tu dis tout à l'heure, tu peux passer des heures sur un post et tu sais pas pourquoi il va être très peu vu, alors qu'il y a du contenu, il y a de l'informatif, et tu vas faire un truc où tu as pris moins de temps et finalement il va exploser, quoi. C'est hyper ingrat, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, si je mettais que des choses qui, pour moi, m'intéressent et que je trouve intéressant, ça marcherait pas aussi bien, quoi. T'es obligé de t'adapter un petit peu à ce qui marche, à ce que les gens aiment. Les gens ont un temps d'attention qui est aussi de moins en moins long. Donc, en fait, t'es obligé de leur proposer des trucs rapides, clés en main, quoi. Donc ça, c'est clair et net. Donc, après, je pense que pour aller vite fait sur les réseaux sociaux, je pense que le tout, c'est de produire du contenu. Peu importe le contenu que c'est, plus t'en produis, plus tu véhicules de l'information et plus ça peut fonctionner, quoi, en fait. Ouais, mais c'est la difficulté, c'est quand même d'arriver à être productif, sur ce que tu fais, sur ce que tu donnes, d'avoir toujours un peu de créativité, parce que des fois la créativité elle part, hein. Je veux dire, moi je suis quelqu'un de créatif, mais c'est pas facile d'être créatif tous les jours. Ouais, faut savoir se reposer pour avoir de la créativité, alors qu'en auto t'as pas toujours le temps, faut être clair. Et puis en plus, faut que ça marche derrière. Et ne pas trop en livrer non plus pour pas donner toutes les clés non plus, quoi. Et c'est super... C'est un juste milieu qui est peut-être un petit peu difficile à trouver. Je pense que j'ai trouvé une petite recette qui marche, mais ça n'a pas toujours été le cas, hein. Longtemps, j'ai passé 3 heures. C'est pas possible de passer 3 heures sur un post Instagram. Tu peux pas, hein, parce que sinon, si tu veux en faire tous les jours, tu fais que ça, quoi, hein. Ah bah tiens, raconte-nous un peu une semaine avec toi. Comment ça se compose une semaine avec toi ? Et en fait, c'est jamais pareil d'une semaine à l'autre. J'ai pas vraiment d'horaire type, c'est-à-dire que, alors moi, ce qui va être presque au premier plan dans ma semaine, c'est mon entraînement. J'avoue que ça fait maintenant 1 an que pour moi, l'entraînement, c'est aussi important que le travail. Donc en fait, c'est limite la première chose que je vais placer dans mon planning. Je fais mon planning tous les dimanches soirs, en gros, pour la semaine. Et je vais placer tous les jours un créneau pour l'entraînement. Et ça, je vais jamais y déroger. Après, forcément, il y a mes consultations que je vais mettre. Et puis après, j'ai des interventions par-ci par-là. J'ai des podcasts par-ci par-là que je vais caler. Et puis, il me faut du temps aussi pour travailler sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et puis YouTube, que je suis en train de développer aussi. Oui, j'ai vu. Voilà, en fonction des périodes de l'année. Et puis sur la recherche scientifique et puis sur d'autres projets que je peux avoir en cours de route. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur une formation pour les sportifs d'endurance. Donc, du coup, là, ce sera vraiment à destination des sportifs et pas des pros de santé. Donc, ça aussi, ça me demande du temps à me dégager. Donc, en général, tous les dimanches soirs, je vais me poser avec mon agenda et je vais déterminer des créneaux, en fait. Ça, c'est, la demi-journée, elle est pour le sport. La demi-journée, là, elle est pour l'entraînement. Là, il y a 2 heures pour bosser sur l'information. Tac, tac, tac. J'essaie toujours de me trouver des créneaux. Et chose que je fais maintenant et que je ne faisais pas avant, c'est que dans ces fameux créneaux, je mets des créneaux joker, c'est-à-dire que c'est ni l'entraînement, c'est rien du tout. Mais ça, je me prends du temps pour ça parce que c'est hyper important et que j'ai longtemps été dans le mood no pain, no gain. Il faut travailler, il faut s'entraîner et il faut dormir. Ça va être un créneau où je peux prendre le temps de lire, de dessiner, de faire des puzzles, j'adore ça, d'aller me balader. Mais c'est vraiment un créneau où je prévois rien et je fais ce que j'ai envie sur le moment, quoi. Ouais, mais attends, moi, je tiens à dire, t'es quand même du Nord. Dans le sud de la France, on est beaucoup plus détente. Des créneaux de joker, moi j'en ai 3 heures par jour, je crois, finalement. C'est vrai que plus tu descends au sud, plus on est décontracté, quoi. Ça, je me rends compte. Je veux pas faire des clichés, mais j'entends tes créneaux de joker. Ah ouais, créneaux de joker, une petite heure. Moi, mes créneaux de joker, elles font 3-4 heures. Non, j'exagère. Mais du coup, tu travailles comment ? Tu travailles de quelle heure à quelle heure ? Tu te donnes un rythme Ça dépend. Il y a des fois... En fait, j'ai pas de graphique. Alors, déjà, il y a le fait aussi qu'à force de mettre des choses en place,
il y a des choses qui roulent toutes seules et qui me permettent de me libérer du temps. Ça, c'est aussi important à noter, c'est qu'au début, j'ai pas eu autant de temps libre pour aller m'entraîner, pour faire de la recherche, pour les réseaux, etc. Là, il y a des choses qui tournent et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir faire ça. Ça, c'est parce que physiologiquement, c'est pas possible et c'est pas du tout recommandé, quoi. Et puis même, c'est pas du tout, ça va pas te permettre d'être une meilleure personne dans ton travail et dans ta vie, quoi. Enfin, à mon sens. Donc, ça dépend. En général, voilà, il y a toujours en général, une matinée qui est, enfin, une matinée ou alors 3 heures dans l'après-midi qui sont allouées à l'entraînement, parce que je m'entraîne 15-20 heures par semaine. Et après, si je veux donner un truc type, si je commence à bosser le matin, ça va être vers 9h. Voilà, 9h, midi et demi. Si je bosse l'après-midi, bah, ça va être 14h jusque... Ça dépend. Parfois, ça peut être 17h30, j'en ai marre. Et puis parfois, ça peut aller jusqu'à 20h, 20h30. Et là, je me dis stop. Là où parfois, je bossais encore après le repas, maintenant, je le fais plus parce que j'essaie de me mettre un peu dans un bon mood après. Mais j'ai vraiment pas d'emploi du temps type. Et moi, ça me convient. Je sais que ça convient pas du tout à tout le monde. Certains ont besoin d'avoir une routine pour avoir une rigueur un peu dans leur travail, dans leur entraînement, etc. Moi, c'est jamais pareil. Même mes entraînements d'une semaine à l'autre, le lundi, je sais pas si je vais courir, si je vais rouler, voilà. C'est-à-dire que j'adapte vraiment de semaine en semaine et pour moi, ça me permet de pas me lasser, quoi. Ouais, je comprends. T'as mis des choses en place aussi pour t'aider dans tout ça? Je veux dire, dans le sens, t'as Doctolib, des choses assez pour t'aider dans ta prise en charge. Pour automatiser. Ouais. Alors, j'avais Doctolib, mais je n'ai plus depuis 2 ans et demi, je crois, maintenant. D'accord. Bon, on va pas se mentir, je crois que c'était cher. En plus, j'ai les gens qui viennent des réseaux sociaux. Donc, en fait, maintenant, je prends plus de nouveaux patients. Tous les 2-3 mois, j'ouvre 5-6 places de suivi, mais sinon, je prends plus de nouveaux patients. Donc, en fait, j'en avais plus besoin. J'utilise Calendly pour la prise de rendez-vous, ce qui permet d'automatiser le truc, parce que tu prends directement rendez-vous sur le lien que j'envoie. Et puis, ça se met à jour dans l'agenda. Et puis après, pareil pour les formations. J'ai un Podia qui me permet finalement de faire les formations en live, de les mettre en replay sur leur espace et en fait chacun peut y avoir accès comme ça et c'est même plus simple pour les gens qui souscrivent à la formation parce qu'avant je faisais tout à la main, c'est tu m'envoies un mail, je t'envoie mon RIB, on fait le virement, après je t'envoie les vidéos, enfin c'était trop galère, je pense que je perdais une dizaine d'heures dans la semaine à faire ça, donc j'automatise au fur et à mesure des trucs, ce qui fait qu'à la fin du compte je pense que dans une semaine, j'arrive à économiser une quinzaine d'heures, quoi. Ce qui n'est pas du tout négligeable parce que cette quinzaine d'heures, c'est ce qui me permet de m'entraîner au final, je pense. Ouais, c'est focus entraînement. Voilà, c'est ça. Et travail aussi, hein, attention, hein, mais je dirais au même plan, quoi. Et puis en fait, ouais. Non, vas-y. Dis-moi. Je disais que finalement maintenant, alors je suis pas du tout sportif pro, mais par contre l'entraînement, vu que je développe les réseaux sociaux, que je développe ma chaîne YouTube, finalement c'est limite une partie de mon travail parce que je montre un peu ma vie de sportive à tout le monde, mes vidéos YouTube ça tourne un peu autour de ça, pareil sur Instagram, les gens s'y intéressent, donc en fait je suis limite en train de développer un petit peu cette partie-là qui est... En fait, je dirais que c'est une partie à part entière de mon travail parce que les gens, ils me suivent aussi pour ça. Ils me suivent pas que pour Nouchka, la diète du sport. Ils me suivent pour Nouchka, la diète du sport, mais qui fait du sport à côté et qu'on aime bien suivre, tu vois. Ouais. Donc, j'ai aussi... je dirais pas cette obligation-là parce que ça reste un plaisir, mais au final, pour moi, je trouve que de plus en plus, ça prend une part importante de mon travail. T'es accompagnée sur les réseaux sociaux ou tu fais tout toute seule ? Je fais tout toute seule. Je vais avoir très prochainement, c'est en cours là, une agence qui va me suivre. Là, c'est plus pour les partenariats que je peux avoir et pour l'aspect sportif justement. Donc ça, c'est en cours. C'est pas encore signé, mais ça va se faire dans la semaine. Et voilà. Mais sinon c'est moi pour l'instant. Tu sous-traites pas le montage, des choses comme ça, hein? Le montage, je sous-traite à mon conjoint qui travaille avec moi depuis peu. Donc en fait, j'avoue qu'il y a une petite partie, pas grand monde le sait ça, mais lui il m'aide quand même dans la conception des vidéos. Pas toutes les vidéos qui sont faciles que je monte moi-même sur Instagram, c'est moi qui les fais. Mais par contre sur les vidéos YouTube, c'est lui qui va faire le montage. C'est lui qui m'accompagne de toute façon pour me suivre un petit peu partout et puis me filmer. Donc on travaille ensemble depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Ouais, je crois 2 ans et puis officiellement dans la société depuis cette année quoi en fait, donc c'est quand même mon conjoint collaborateur en fait, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, le statut c'est ça, conjoint collaborateur. Donc voilà, c'est un peu l'homme de l'ombre.
Non, non, il est coach sportif à la base. D'accord. Et là, du coup, il exerce plus du tout son métier. Il travaille vraiment avec moi. Justement, il gère toute la partie audiovisuelle, la partie logistique aussi. Voilà, je fais des stages Nutri-Sport. Je sais pas si tu as vu ça passer. Oui, bien sûr. Voilà. Donc lui, il m'accompagne sur les stages. Donc les gens le rencontrent. Et il s'occupe de la partie... il fait les repas. Il nous suit pour faire les vidéos pendant les sorties. Voilà, il m'accompagne vraiment dans tout pour faire un support logistique et audiovisuel. Ouais, parce que c'est pas évident de se filmer seul. Je veux dire, dans ton quotidien, c'est pas évident de se filmer seul. Je veux dire, en plus, c'est pas quelque chose qui te vient d'instinct. Je veux dire, en tout cas, moi, personnellement, le peu que j'essaye de faire, des fois, ça me vient pas d'instinct. Tu vois, ça me vient de filmer les autres ou quoi, ouais. Mais... C'est pas évident, hein, franchement. Même parfois, quand on se dit on va faire une vidéo YouTube sur, je sais pas, une course que je vais faire, sortir le téléphone pour se filmer, tu vois, ça fait toujours une ambiance bizarre quand même. Tu vois les gens le faire sur YouTube, ils se filment, ils se font des vlogs. En réel, quand t'es avec les gens qui font ça, ça fait quand même bizarre. Mais après, c'est tout. Après, ça devient une habitude. Mais par contre, c'est quand même une charge, moi, je trouve, mentale de penser tout le temps à se filmer, quoi. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu prends l'habitude, mais je trouve quand même que c'est une charge et je comprends que beaucoup n'arrivent pas forcément à s'adapter à ça parce que c'est pas facile en fait et c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Non, c'est ça. Et après, au-delà de ça, c'est une fois que tu t'exposes sur les réseaux aussi, ça, il faut en parler aussi, la critique. Oui, alors, ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas un post où je me fais pas critiquer, mais après, c'est pas grave parce que en plus, moi, j'aime bien aller un peu à l'encontre des croyances populaires. J'aime bien démonter des mythes. Ça m'éclate. Enfin, ça m'éclate. J'aime bien parce qu'en fait, je veux pas laisser les gens dans l'erreur, quoi, tout simplement. J'ai pas envie qu'on continue à faire croire des choses qui sont infondées parce que c'est séduisant, tu vois. Donc ça, j'aime bien faire ça. Donc forcément, Quand tu penses à un mythe infondé, là, c'est lequel qui te vient le plus? Pour le sportif, je pense par exemple au régime cétogène, je peux penser au jeûne intermittent, je peux penser, je sais pas, au régime sans glucides, ça rejoint le régime cétogène, je peux penser au sans produits laitiers parce que les produits laitiers c'est pas bon, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Donc j'aime bien démonter un peu le truc. Moi, je me base beaucoup sur la science, tu vois, j'ai appris au fil du temps à savoir lire une étude scientifique parce qu'aujourd'hui les gens te sortent des conclusions, mais en fait, faut que sortir la conclusion, ça sert à rien parce que quand tu regardes la méthodologie, ça peut être totalement... Oui, après, de toute manière, toute étude est aussi controversée. Je veux dire, tu peux toujours trouver une étude contraire. C'est ça aussi Voilà, c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur les méta-analyses, s'appuyer sur le consensus scientifique actuel qu'il y a et pas inventer des choses qui ne sont pas prouvées juste parce que soit ça semble logique. Alors, ça y a aussi une chose, hein, tout ce qui est biochimiquement ou métaboliquement logique ne se vérifie pas toujours chez l'homme. Hein. Ça, c'est un truc important. Et puis, voilà, si ça n'existe pas, je dis pas que absence de preuve fait que ça n'existe pas. Je dis juste que tu peux pas l'avancer avec autant de fermeté, quoi. Donc voilà, j'avoue que je m'expose à ça. Au début, ça m'atteignait énormément. Dès que je recevais un commentaire négatif, je me remettais énormément en question. Il y a des fois, alors de rares fois, hein, mais quelques fois, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça, quoi? Parce que est-ce que tu as envie toute ta vie de t'exposer derrière la confrontation avec des gens qui finalement tu les feras pas changer d'avis? Et en fait, avec le temps, ça fait quelques mois où je commence à m'en foutre un peu parce que c'est-à-dire que tu pourras pas convaincre tout le monde, c'est pas grave. En fait, moi, le contenu que je divulgue, ça va être pour les gens qui ont envie d'apprendre. Je cherche pas à convaincre tout le monde. De toute façon, moi, je cherche pas à convaincre. J'expose les faits scientifiques qui sont pas mon avis personnel en fait. Donc à partir de là, vu que j'expose pas mon avis, c'est pas très grave qu'on me critique parce qu'on va critiquer l'interprétation que je fais de la science en fait. Et puis au-delà de ça, j'ai décidé de plus forcément discuter avec les gens avec qui je pourrais avoir un débat stérile. À partir du moment où je vois que je reçois un commentaire négatif et que en fait le fait de répondre à ce commentaire avec des arguments ne change rien parce que la personne en face est juste butée, je ne réponds pas parce que... Oui, tu veux dire qu'il n'y a pas de... C'est pas un débat constructif, je veux dire, on peut... Alors, l'avantage et l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est quand même que tu peux vraiment avoir affaire à tout type de personnes, et moi je suis comme toi, c'est-à-dire le débat, je veux qu'il soit constructif, c'est-à-dire tu as le droit de ne pas être d'accord, c'est certain. C'est une chose, on n'est pas tous d'accord, mais par contre que ce soit fait dans le respect et dans l'échange. Mais bon, ça, il faut bien qu'il y en ait, parce que sinon, il n'y a jamais de lumière sans ouais, bien sûr, mais sans ombre.
J'adore l'échange, même quand on s'oppose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais parler avec quelqu'un qui me respecte dans l'échange, qui avance des arguments et qui n'est pas dans la confrontation ou la haine, je vais prendre plaisir à échanger avec, même si on n'a pas la même vision de la chose. Par contre, quand ça devient virulent, c'est contre-productif et ça sert à rien. J'ai pas de temps à perdre à ça, quoi. Ouais. Donc, mais oui, c'est parfois pas évident. Mais il faut juste partir du principe que ça ne changera jamais parce que derrière son téléphone, chacun s'exprime, quoi, et c'est comme ça. Donc, mais du coup, tu as quand même là maintenant que tu as maintenant une grosse communauté. Est-ce que cette grosse communauté, parce que toi, si tu fais du contenu aussi, même si effectivement la critique, tu essayes de passer outre, le truc c'est qu'aujourd'hui tu as quand même une grosse communauté sur les réseaux sociaux et même si la critique c'est pas quelque chose où maintenant tu arrives un petit peu à t'en détacher et t'en éloigner, t'es quand même aussi là pour finalement te donner matière à attirer finalement les gens vers des consultations. Et tu as aussi maintenant de la formation qui est ta formation et du trail aussi. Et alors j'ai mes formations pour les diététiciens et les coachs sportifs qui veulent se former en nutrition sportive. C'est une formation qui est pas reconnue ou quoi, mais c'est une formation qui est à dispo des diètes et des coachs, et puis des professionnels de la santé et du sport. Et à côté, j'ai mes stages Nutri-Sport, où là, ça va être quelques jours de stage, 3 à 4 jours, en montagne, où si c'est un stage Nutri-Trail, on va faire du trail et des ateliers nutrition, des conférences nutrition, pour se former vraiment à la nutrition et au sport. Et pour la partie sportive, je prends des coachs qui sont formés pour ça. Donc, j'ai ces parties-là. Après, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que moi, la communauté qui me suit, c'est jamais elle qui va trop aller à l'encontre de ce que je dis. Souvent, c'est des gens qui vont tomber sur mon compte et pas être d'accord, mais qui vont pas me suivre. En fait, moi, j'ai quand même beaucoup de chance, je trouve. Alors, beaucoup de chance. Je sais pas si c'est de la chance ou si parce que j'attire ces personnes-là, mais je trouve que j'ai une communauté qui est quand même assez, qui a un esprit critique assez aiguisé et qui est assez réfléchi et qui va pas du tout être dans la réaction haineuse ou quoi. Donc en fait, généralement, quand j'ai des altercations sur Instagram, quand il y a des gens qui me critiquent, c'est jamais ma communauté. C'est souvent des gens qui passent par là, qui balancent un commentaire et puis qui reviennent plus jamais, quoi. Mais du donc coup, ça, c'est pour ça que c'est pas très grave. Est-ce que cette communauté-là, je crois que tu es à 59 000 followers, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Alors on parle. Alors on parle tout de suite maintenant, mais ça a pu changer. On est peut-être passé aux 60K, on ne le sait pas. Est-ce que 50, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes diètes qui m'écoutent sur mon podcast et il y a une grosse appréhension de comment exposer le métier de diététicienne, comment se faire connaître. Je le sais parce que je vais dans les écoles et je vois elles sont toutes un peu inquiètes de vraiment faire leur place. Mais est-ce que tu crois que 59 000 followers, c'est 59 000 consultations? Ben non, bien sûr que non. Mais c'est même pas l'objectif, parce que celui qui prétend pouvoir prendre 50 000 personnes en consultation, c'est un menteur. Non mais tu vois, et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma formation, parce que moi je ne pouvais pas prendre en charge tout le monde à un moment donné, donc je me suis dit, ok, plutôt que de prendre quelques personnes et de ne pas pouvoir aider tout le monde, je vais aider d'autres diététiciens à pouvoir avoir le maximum de connaissances possibles pour aider les autres. En fait, tu vas faire un peu un effet domino, quoi, en fait. Donc non, c'est pas 59 000 consultations. Par contre, c'est des gens que tu vas aider, même sans qu'ils prennent des consultations. En fait, moi, mon but, c'est pas tous de les convertir, hein. Mon but, c'est... pour moi, Instagram, c'est un jeu. Bien sûr que c'est mon outil de travail et que c'est ma principale vitrine. Je vais pas te mentir, hein, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, je le fais grâce à Instagram, parce que c'est là où je vends toutes mes prestations, quoi. Mais mon but premier est d'aider les gens, et si je peux les aider sans qu'ils prennent une consultation parce que je réponds à une ou deux de leurs interrogations, tant mieux. Moi, je suis contente. Plus j'aide de personnes, mieux c'est. Et oui, malheureusement, et puis, on a besoin des diètes sur les réseaux sociaux, parce que tu vois, moi je travaille avec Benoît Diagne, qui a une tendance à dénoncer justement un petit peu tout ce qui se fait en termes de contenu un peu ahurissant sur la nutrition, et je trouve qu'en fait c'est des fois mal perçu, les diététiciens ou les professionnels de santé sur les réseaux sociaux, mais en fait je me dis heureusement qu'ils y sont, parce que déjà je trouve qu'on n'est pas forcément trop vu, il faut pas croire, parce que ça en décourage certains de se mettre sur les réseaux, mais je m'aperçois en travaillant aux côtés de Benoît qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont non sachants et qui vont penser que parce qu'un tel a fonctionné comme ça, pour lui ça fonctionnera. Et en fait je me dis on a tout à fait notre place, donc oui, je te rejoins de toute manière.
Et moi, je pense une chose justement pour les diètes et les jeunes diètes qui nous écoutent actuellement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment une chose qu'il faut arrêter de faire, c'est de se tirer dans les pattes, en fait. Alors, entre diètes, et puis même entre diètes et coach ou quoi, en fait, on peut pas empêcher qu'il y ait des gens qui soient pas diplômés en diététique qui donnent des conseils en nutrition. À partir de là, arrêtons de nous tirer dans les pattes à essayer de se voler les patients et plutôt essayons de donner les informations qui nous semblent les mieux, quoi. Tu vois, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je veux dire, il y aura toujours moins de diététiciens que de gens à prendre en charge. Donc, c'est pas une compétition entre nous, même entre deux diététiciens du sport ou deux diètes qui vont prendre en charge, je sais pas, des pathologies féminines ou quoi. Entraidons-nous plutôt que de nous tirer dans les pattes. Vraiment, ça, c'est un truc qui est hyper important à s'en rendre compte. Pareil sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'il y a une diète qui va mieux marcher sur les réseaux sociaux qu'elle va prendre tout le travail ou quoi. Non, il y a du travail pour tout le monde qui a envie et qui est passionné, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, bien sûr. Je te rejoins. Après, en même temps, je vois aussi des fois un petit peu comme c'est toujours un peu difficile de se lancer, le lancement. Mais bon, tu vois, c'est pour ça aussi qu'on fait les podcasts. C'est vraiment pour montrer aux gens les différentes manières de faire en tant que diète, les façons de se faire connaître, les façons d'appréhender la diététique aussi. Et donner en fait plein de clés en fait aux jeunes diètes, parce qu'on en a beaucoup qui nous écoutent encore. Et puis c'est normal d'avoir des interrogations. Moi, tous les jours, j'ai des messages sur Instagram pour me demander comment j'ai fait pour avoir un compte Instagram qui marche, comment j'ai fait pour trouver des patients. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se lancer En fait, c'est des questions qui sont sans réponse parce que tu sauras qu'en faisant. En fait. J'aime bien cette mentalité. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis un petit peu de ta partie parce que moi, je suis quelqu'un. Je fais les trucs. Enfin, j'ai une tendance un petit peu à pas trop réfléchir en fait, mais même trop. Tu es comme toi. Moi, j'y vais et puis adviendra ce qu'il adviendra. Et puis tu verras, mais bien sûr. En fait, non, mais j'ai des copines, elles sont très perfectionnistes et pour elles, il n'est pas question de se lancer sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Moi, quand j'ai lancé le podcast Ma Pause Diète, j'ai juste regardé, j'ai bidouillé, j'ai dit ok, il me faut un logiciel pour mettre les trucs. Ok, bon, mais je prends ça. Il faut payer. Ouais, bon, on va payer. Allez, enfin, on paye. J'ai pris Audacity, j'ai dit il me faut un jingle. J'ai monté le truc en 2-2 et c'était parti quoi. Je suis allée voir Marion, je lui ai dit je veux faire un podcast. Elle m'a dit bah ouais, allez, banco quoi. Mais tu vois, après à tort peut-être, mais du coup je pense une chose, moi dans la vie, peu importe le domaine, c'est il faut faire et après tu peaufines. Oui. Lance-toi, attends pas d'être formé dans tous les domaines pour faire des consultations. Tu vois, attends pas d'avoir 2000 formations, attends pas de te sentir prêt. Fais et en fait t'apprendras en faisant aussi. Je trouve que c'est la meilleure école de te gourer ou alors d'apprendre pendant que tu fais les choses, quoi. Donc, mais après, je comprends. Tu vois, dire faites les choses et puis n'ayez pas peur, c'est une phrase totalement bateau. Oui, et puis en fait, on est tous passés par là. Mais peut-être que si je dis ça, ça va faire du bien à certains de l'entendre, en fait. Peut-être que certains ont besoin d'une petite phrase, tu vois, pour allez, vas-y. Mais allez-y, n'ayez pas peur. Il y a de la place pour tout le monde et en fait c'est pas une compétition et puis tout le monde peut réussir, tout le monde. Je pense que en fait ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'à la base, si on fait ce métier, c'est pour aider les gens, quoi. Oui. Enfin, moi je le prends comme ça, quoi. Donc à partir de ce moment-là, le but, c'est de travailler ensemble, parce que si on tire dans les pattes des autres, on n'aide pas les gens, parce que ça fait qu'il y a moins de gens qui vont avoir accès aux soins. Donc et durant tes consultations, ça aussi, parce que je pense que ça peut intéresser aussi les diètes, durant tes consultations, toi tu fonctionnes comment? Je sais que tu fonctionnes du coup avec le logiciel Mon Suivi Diète. Mais toi, dans ta pratique, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un podcast où j'ai jamais eu de quelqu'un spécialisé en nutrition sportive. Toi, tu t'en sers comment justement aussi du logiciel dans tes consultations? Ouais. Ça va dépendre. Alors, soit c'est un sportif qui veut. Alors, généralement, il y a plusieurs objectifs, mais quand c'est pour une perte de poids ou une optimisation corporelle, ça va permettre de juger un petit peu de l'alimentation, de pouvoir ajouter des choses. Après, je l'utilise beaucoup pour la nutrition à l'effort aussi. Souvent, je leur demande de me noter leur activité physique, à quel moment de la journée ils l'ont fait, la durée, l'intensité, et puis de me noter comment ils sont alimentés et hydratés au cours de la séance. Du coup, ça permet de pouvoir travailler sur l'alimentation à l'effort et travailler sur l'alimentation autour en pré-effort et puis en récupération. Donc ça permet d'avoir une vision assez globale du truc sans qu'ils aient besoin de compter leurs calories avec une application. Ce qui parfois peut être contraignant. Alors là c'est bien, ils ont juste à limite montrer une photo ou noter un peu ce qu'ils ont consommé et en fait c'est ultra simple, quoi. Tu es contre le comptage de calories?
Non, je suis pas contre, je suis pas pour autant, c'est-à-dire que je pense que c'est un outil comme un autre, tout simplement. Et comme chaque outil, il n'est pas adapté à tous. Je pense que pour certains, en fait, je pense pas qu'il faut avoir la phobie des calories ou quoi. Je pense que justement, en ayant cette phobie et en véhiculant cette phobie, on est en train de donner la phobie aux autres. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. À force de dire que c'est pas bien, les gens paniquent avec ça. Alors qu'en soi, c'est un outil qui ponctuellement peut être intéressant. Bien sûr, on va pas compter ses calories toute sa vie. Par contre, chez quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à perdre du poids ou au contraire, quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre ses besoins parce qu'il a une activité physique intense, je trouve que ponctuellement, ça peut être intéressant. Pourquoi pas de noter sur quelques jours ou sur une semaine ses apports en énergie et en macronutriments pour voir si on est cohérent par rapport à ça. Et en fait, en l'amenant de cette façon, bien sûr, on fait attention. Si c'est quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire ou qui a vraiment des grosses réticences par rapport à ça, on va pas le faire. On s'adapte toujours au patient. Mais par contre, en le proposant de cette façon à quelqu'un qui est réceptif, ça peut être un outil qui nous fait gagner énormément de temps. Ouais, mon suivi diète te fait gagner du temps ? Oui, carrément. Ouais, non, mais clairement. Et souvent, alors, autant t'as des gens qui aiment pas trop noter leurs repas, mais franchement, globalement, la plupart aiment bien l'outil, ça leur fait du bien. Mais tu as certaines personnes qui n'aiment pas trop, et du coup, on le fait quand même sur une semaine. Et du coup, en le faisant sur une semaine, on se rend compte déjà de certaines choses, plus que si on demande, qu'est-ce que tu manges, tiens, dans une journée ? Fais-moi un petit récit de ta journée. Parce que parfois, on omet des choses, quoi, quand on fait le récit de ça. Ouais, c'est bien, tu as une belle utilisation de l'outil, c'est génial de pouvoir voir cette version-là en fait. Parce que tu sais, mon suivi diète, on est quand même sur une approche psycho-comportementale, on a beaucoup cette approche-là, et finalement on a toujours l'impression que dans le cadre de sportif, on peut pas l'intégrer, que c'est pas modulable, alors que quand on te voit, et en plus vraiment experte dans ton domaine, c'est super, c'est agréable, enfin c'est top quoi. Ouais, c'est juste qu'on va l'utiliser d'une autre façon. Et puis, je vais pas forcément l'utiliser avec tous parce qu'il n'y a pas forcément de besoin. Mais par contre, c'est un outil qui est utile, quoi. En l'utilisant d'une autre façon, on va peut-être moins travailler sur l'aspect comportemental, même si parfois il y a besoin avec certains. Mais on peut l'exploiter de bien des manières, quoi, clairement. Ouais, c'est top. C'est top, t'as trouvé ton utilisation à toi. Et tu l'avais connu comment ? Je pense à l'époque, alors ça fait quelques années que j'utilise maintenant, peut-être même 1 ou 2 ans après que je me sois lancée. Ça a dû être sur un groupe Facebook, tu vois. J'ai dû voir ça sur un groupe, à mon avis ça devait être ça. D'accord. Okay. Sur un groupe de diète. C'est super, hein, t'as un super parcours, t'as l'air vraiment à l'aise, t'as l'air vraiment comme un petit poisson dans l'eau. Et je vois passer souvent aussi tes posts sur LinkedIn, tu fais des super posts aussi sur LinkedIn, t'arrives à bien repartager un peu et à fédérer aussi sur LinkedIn. C'est quoi la suite pour toi un petit peu pour cette année 2024 ? Même si on n'est pas obligé d'avoir des objectifs, c'est peut-être... Oui, j'aime bien me mettre des objectifs, ça m'aide quand même à savoir où je vais. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon premier objectif de l'année, ça va être de sortir la formation pour les sportifs courant printemps. Je n'ai pas de date exacte, je ne mets pas trop de pression, mais voilà, avant l'été, ce serait bien quand même, parce que les compétitions, ça va arriver cet été. Et puis, j'ai quand même 1 ou 2 projets de livres. J'en dis pas trop, mais sûrement 2. Voilà, donc ça devrait être entre 2024 et 2025. Donc il y aurait une partie où ce serait coécrit et une partie où ce serait que moi, où là j'ai un peu moins de visibilité, mais je sais que moi, personnellement, après c'est pas un secret, mais j'aimerais écrire un livre sur la nutrition sportive. Je pense que ce qui est super agréable avec toi, c'est que tu sais bien synthétiser, en fait, donner accès à l'information sans que ça passe par... Moi j'ai fait une nutrition sportive dans mon cursus. Et je me souviens encore de ce docteur elle était docteur en nutrition, mais vraiment une ponte dans son domaine, elle travaillait au Krebs, etc. Elle était arrivée avec un tas de données en mode vraiment, c'était à la calorie près. C'était on a peut-être eu la même prof les boissons de l'effort, tout était... mais vraiment à la calorie près. Et moi, je la regardais, je me disais, et après, j'ai fait un peu de nutrition sportive, j'ai encadré une sportive, moi j'avais une planche à voile, et je me disais, mais c'est impossible. Tu vois, un jour, elle arrive, elle avait fait 5 jours de compétition, impossible de manger. Elle me regarde, elle me dit, j'arrive pas à manger. Je suis stressée, et puis t'es obligée de t'adapter. Hein. Bien sûr, t'as des protocoles et des grandes lignes, mais après, t'es toujours
de t'adapter au direct, en fait, tout simplement. Donc, ouais, c'est spécifique. C'est pas une recette de cuisine pour la nutrition sportive. Hein, on est d'accord. D'accord. Bon, en tout cas, Nouchka, c'est super. T'as des super projets. Et de toute façon, moi, je te suis. Moi, je te suis depuis un petit moment aussi. C'est vrai? Ah ouais, cool. ouais, non, je vois passer tes posts et je trouve ça, même moi qui suis de la partie, bon après moi j'ai pas vraiment continué dans ce domaine, mais ça m'apporte des choses même pour ma pratique perso de petit trail. Cool. Bon, c'est chouette. Non, mais c'est cool quand j'entends ça. Moi, c'est mon objectif de toute façon. Donc c'est cool. En fait, vraiment, mon but, c'est si j'ai le max d'informations, je veux donner le maximum de toute cette information. En fait, je veux pas le garder pour moi. Je trouve que c'est bête de garder l'info. Enfin, je veux dire, notre objectif, c'est d'aider les gens. Donc si je peux partager, je suis contente, quoi. Ouais, mais tu le fais bien. Top. Tu le fais bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour ce moment. Merci à toi. Du coup, on peut te retrouver sur ton Instagram. Hein, c'est Nouchka diététicienne, je crois. Nouchka.diète. Ouais, Nouchka.diète, pardon. Et après, on peut te retrouver aussi sur LinkedIn. Et maintenant sur YouTube. Depuis peu, c'est ça. J'essaye de partager une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. C'est pas le même format, mais je me développe dessus. Bon, bravo. Merci beaucoup en tout cas, Nouchka. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, dont Mon Suivi Diète et Alessia-Mon Suivi Diète. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.